Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour une nouvelle interview de Référence Petite Enfance, le podcast qui donne la parole aux pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Référence Petite Enfance, le podcast pour les pros de la petite enfance. Et aujourd'hui, on reçoit Arnaud Dereau, qui est éducateur de jeunes enfants. Bonjour Arnaud. Bonjour, enfin qui était éducateur de d'enfants. Ah, mais quand on est éducateur de jeunes enfants, c'est pour la vie, non? C'est tout à fait ça. Mais justement, j'en dis pas trop parce que cet épisode, c'est un épisode sur lequel j'aimerais comprendre votre parcours. Donc, je vais vous demander à vous de vous présenter. Souvent quand je me présente, je commence à mes 12-13 ans, voire 14 ans. À 14 ans ou 13 ans, je ne sais plus, j'étais au on appelait ça dans les collèges, les BCD là, les un genre de des bibliothèques de collège et je feuilletais l'album des métiers et je vois jardinière de jeunes enfants dans le dossier et je dis: «C'est ça que je veux faire» et en même temps, j'étais un peu déconcerté parce que je voyais que c'était pour les femmes, c'est-à-dire dans les années, il y a quelques années, c'était un métier réservé aux femmes. Je pense que j'ai fermé ce bouquin en disant: «Oh allez, je vais grandir et les hommes vont pouvoir quand même faire ce métier quand même, on va évoluer avec tout ça» et donc je suis resté avec cette idée-là. J'ai très vite, travaillé à 17 ans dans l'animation et en accueillant les petits, les moins de 6 ans, pendant plusieurs années. J'ai fait le concours de JE après mon bac. J'avais pourtant fait un bac en gestion et comptabilité, en me disant: «Si j'ai pas le concours d'entrée à l'EJE, bah, je pourrais au moins travailler». J'ai eu le concours d'entrée, je suis rentré à l'école de JE de Lille et ça a été une formation chouette pendant c'était 2 ans de temps encore. L'ancienne école des JE et le diplôme venait quasiment de passer de jardinière à éducateur de jeunes enfants quand je suis rentré à l'école. Jardinière, c'est un terme que j'ai jamais entendu encore. C'est quoi Ah jardinière? bon? Ouais. Bah, c'était la formation pré avant les éducateurs de jeunes enfants, ils se faisaient appeler jardinières de jeunes enfants. C'était le même diplôme, en fait, jardinière C'est le et même diplôme qui a été transformé avec la formation de JE, mais c'était plus centré peut-être pour les jardins d'enfants au départ. C'est pour ça que quelquefois des EJE, ils ont quelquefois du mal, quelquefois à s'adapter à la crèche, enfin les vieux EJE peut-être, parce qu'on nous enseignait beaucoup de choses peut-être pour les 3-4 ans ou les 2 ans, mais les bébés, ont développé peut-être moins encore. Donc voilà, c'était ce diplôme-là. Il y en a qui tiennent, hein. J'ai une amie qui est maintenant conteuse aussi et qui se présente toujours comme jardinière de jeunes enfants. mais c'est trop mignon, j'adore. Donc voilà, on était 80 étudiants pendant 2 ans, il y avait 4 hommes Ah ouais. et donc j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique avec des enfants polyhandicapés en sortant de l'école. C'était une expérience, pas simple parce que j'avais pas fait du tout de stage avec le handicap et j'avais des jeunes entre 3 ans et 16 ans et quand j'ai compris que les 16 ans fonctionnaient comme des enfants de 2 ans, ça a été un peu plus facile pour moi. Comme c'était loin de chez moi, à un moment donné, j'ai cherché un boulot un peu plus près. Je suis parti travailler pendant plusieurs années dans la protection de l'enfant, donc ce qu'on appelle les foyers. Et là, j'ai commencé à me questionner sur la relation humaine, sur la relation aux enfants, sur, la souffrance de ces enfants et j'ai commencé tout doucement une autre formation universitaire et j'ai entamé une formation de psychothérapeute. Donc c'est des formations assez longues. Je suis parti après de la protection de l'enfance pour travailler en club de prévention, c'est-à-dire dans la rue. Je voulais aller voir ce qui se passait avant le placement, d'aller voir ces familles en souffrance sociale, affective. J'ai travaillé quelques années, ça a été une expérience aussi où j'ai beaucoup appris, même si elle était difficile, parce que je ne touchais plus qu'un public de jeunes enfants, je touchais aussi un public de familles et d'ados, donc c'était autre chose pour moi et j'ai continué ma formation. Donc j'ai fini ma formation de psychothérapeute en analyse transactionnelle et j'ai entamé une formation de psychanalyste aussi, jungien, parce que j'étais moi tombé dans la psychanalyse à mes 20 ans, puisque j'ai entamé une thérapie personnelle à mes 20 ans. Ouais, donc vous êtes passé très vite de jardinière de jeunes enfants à psychanalyste jungien, finalement. Non, pas vraiment, parce que c'est des processus longs, formation de psychanalyste, c'est quasiment 5 ans, psychothérapeute AT, c'est au moins 5 ans aussi, donc ça m'a pris du temps. À un moment donné, j'étais en décalage, c'est-à-dire que je
Je me rappelle en club de prévention, le psychosociologue avec qui je travaillais, il me disait souvent: «Arnaud, là, tu es éducateur, hein, tu pas psy». Il me faisait comprendre que j'étais assis entre 2 chaises quelquefois dans mon travail et que le métier d'éducateur, c'est pas le même métier que psychothérapeute. Et donc, j'ai travaillé donc en prévention et après je suis parti et j'ai eu une expérience de 20 ans qui a été formidable parce que l'équipe était formidable. J'ai été directeur d'un service petite enfance pendant 20 ans. Mmh. J'utilisais ce que j'apprenais en psy sans encore l'exercer totalement, que j'ai ouvert un peu mon cabinet en même temps. Mais pendant 20 ans, j'ai eu une équipe géniale, j'ai eu une animatrice géniale de relais maternelle, j'ai créé un café des parents, j'ai créé une bougeothèque qui était unique en France et on fait des petits un peu partout en France maintenant, mais qui était un lieu très spécifique. C'est quoi une bougeothèque? On a créé une bougeothèque, ça vous pourriez interviewer Véronique peut-être. C'est un lieu de motricité libre pour les jeunes enfants accompagnés de leurs parents. Et donc, c'est des séances d'1 heure où Véronique, dans une démarche très piclérienne, accompagne les parents autour de la motricité du tout petit. Donc, c'est un lieu de parentalité, mais basé autour du mouvement. Donc, on a aménagé un superbe lieu de 150 mètres carrés où Véronique, c'est la fée de ce lieu, accompagne les parents dans le regard porté sur l'enfant en mouvement. C'est un lieu vraiment magique. Vous pouvez voir un reportage qui a été fait par la FAC il y a quelques années. Je mettrai le lien de ce reportage dans les notes de l'épisode. Oui, vous pouvez voir sur internet. C'est vraiment un lieu magique pour moi, vraiment. Même nous, en tant qu'adultes, quand on rentre dans ce lieu, on se sent apaisé tout de suite. Donc j'ai travaillé 20 ans, je suis parti parce qu'à un moment donné, je pense que la ville où j'étais, je faisais un peu trop d'ombre, où je ne rentrais plus assez dans le moule et j'ai dit: «Bon allez, c'est le moment, il faut que vraiment je m'installe» et donc mon cabinet qui fonctionnait déjà, j'ai dit: «OK, je fais que ça». Donc j'ai vraiment fait mon métier de psychothérapeute après, tout en continuant et en défendant ardemment, un accueil de qualité et de former des professionnels petite enfance. Comme vous dites, on reste JE dans l'âme et donc je continue des formations, beaucoup en France, même à l'étranger et j'ai écrit plusieurs ouvrages. Je crois que j'en ai écrit 8. Il y en a un qui sort en décembre qui va s'appeler Le courrier des doudous et un en juin l'année prochaine normalement qui va s'appeler Prendre soin de soi quand on est professionnel petite enfance. OK, ce sera dans les notes de l'épisode. Vous dites que vous sortiez un peu trop du cadre et que vous étiez pas trop dans le moule et ça, je sais que vous êtes connu pour être, un peu la pardonnez-moi du terme, mais la grande gueule, de la petite enfance. Voilà, c'est ça. Oui, oui, bah, vous savez dans une de mes bios, c'est Danielle Rapoport qui disait ça, elle disait: «Arnaud, c'est un professionnel» comment elle a dit? «Un professionnel passage», en 2 mots, pour aider les passages de vie des adultes et des enfants. Enfin, elle avait une phrase très sympathique comme ça. Oui, bah, je dis, et les gens, je pense qu'ils sont contents parce qu'ils disent: «Ben oui, c'est ce qu'on vit». Pendant 20 ans responsable d'un service, j'ai quand même connu les crèches et leur fonctionnement et j'ai moi-même travaillé en crèche. Donc je sais ce que vivent les structures petite enfance et que c'est un métier passionnant, mais épuisant parce que les conditions sont quelquefois très compliquées. Moi, je vois des crèches, enfin, j'ai encore vu un jardin d'enfants lundi, c'est pas possible que les PMI donnent des agréments pour des espaces comme ça pour 13 gamins. Mais on dit, mais ils vont pas bien. Enfin, comment on peut imaginer 13 enfants dans cet espace-là? Des enfants qui ont entre 2 et 3 ans et on appelle ça un jardin d'enfants. Ben non, c'est un lieu où on range des enfants. Ouais, c'est terrible de vous entendre dire ça. Ah bah, non, mais même des micro-crèches, enfin, pédagogiquement, je trouve les micro-crèches très intéressants, mais il y a des micro-crèches, c'est petit. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup avec des micro-crèches et les questions dans les micro-crèches, c'est vous qui êtes gestionnaire, c'est comment je fais avec des enfants entre 3 mois et 3 ans dans le même espace? Ce mélange d'âge est complexe et surtout quand les espaces sont tout petits et donc on se prend quelquefois beaucoup la tête avec l'aménagement de l'espace pour que tout se passe bien. Ouais, je partage, ce questionnement. Enfin, moi, je l'ai beaucoup, poncé, je l'ai beaucoup travaillé cette Bah question-là ouais. avec une directrice pédagogique, qui avait beaucoup d'expérience, qui s'appelle Marion Vigourou et avec une psychologue, très, très expérimentée, dans les crèches, donc Marie-Rose Cavelli et on a beaucoup travaillé, sur la séparation des âges. Les âges mélangés, ça peut être intéressant, mais je dis toujours au groupe, là, je vais travailler dans une crèche qui vient de faire totalement un changement, c'est-à-dire de gros parages, ils viennent de passer en fratrie, comme on dit. Donc ils vont certainement m'inviter pour que je vois un peu ce qui se passe. Mais il faut beaucoup d'espace. Je trouve que quand on a des 4 bébés, 4 moyens, 7 grands, ouh là là, ça peut être compliqué et il y a des choses qui sont difficiles. Ouais, il y a l'espace et puis il y a les moyens pédagogiques aussi. Oui. Et c'est vrai qu'en micro-crèche, on n'est pas forcément outillé et puis on est pressé aussi par le temps. Donc le mélange des âges, en fait, ça complexifie l'accueil.
Et de ce fait, moi, j'ai préféré simplifier l'accueil en, séparant un minimum, en faisant toujours 2 groupes. En fait, j'avais un groupe de non-marcheurs et un groupe de marcheurs et ça simplifie. Oui, oui. C'est même dommage, c'est pour ça quelquefois j'ai de la colère sur la PMI. Vous disiez tout à l'heure: «Oui, j'ai pas ma langue dans ma poche». Je pense à une microcrèche où il y a 2, le gestionnaire a 2 microcrèches côte à côte, donc il y a un couloir qui sépare 2 microcrèches. C'est quand même dommage qu'on ne permette pas à la gestionnaire de dire: «Bah, là, on va mettre les bébés et de l'autre côté, on va mettre plutôt les grands». Ah oui, complètement. Les espaces étaient pas grands, au lieu de se prendre la tête sur quel aménagement pour les 3 mois, na na mais bon sang de bonsoir, permettez à ce gestionnaire, mais non, l'agrément ne le permet pas, que là, il y a des moins de, je sais pas, des 10 mois et de l'autre côté, on va mettre les grands et les moyens, et vivre ça pour en tant qu'accueillant, ça serait quand même plus simple. Voilà, si vous lisez mon dernier livre, la PMI en prend plein son dos, hein. Oh! Alors moi, j'ai Ah eu beh, des bonnes PMI, hein, j'ai eu des super non, non, mais il PMI. y en là, je suis en entretien avec vous, donc j'exagère, mais il y a des PMI Mais moi, formidables. j'adore. Quand vous parlez comme ça, vous me faites rire. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des comme vous dites, il y a des PMI formidables et moi, j'ai eu de très bons rapports. Et oui, le P pour certaines PMI, c'est plus protection, hein, c'est persécution, hein. Ah non, mais attendez, moi, il y a une structure dans, qui est chouette. Ils ne peuvent pas aller dans le jardin parce qu'il y a pas de cloison, comment, qui cache les maisons de l'autre côté, au cas où il y aurait des pédophiles. Non, mais il faut arrêter là, c'est le tout sécuritaire, là. Donc les gamins, bah, bêtement, les professionnels obéissent parce qu'on obéit beaucoup dans la petite enfance et on les met pas dans le jardin parce que la mairie n'a toujours pas mis de claustra ou je sais pas quoi, mais les parents les voient dehors et quand ils sortent dehors, il y a aussi les voisins qui sont là. Il faut arrêter et il faut pas prendre les accueillants pour des bébêtes. Ouais. Il y a une PMI, il y a une microcrèche, vous pouvez pas utiliser les bulles de savon parce qu'il y a marqué: «Interdit pour les moins de 4 ans». Comme si que les accueillants vont donner le tube en disant: «Vas-y, tu peux boire». Non, mais il y a un truc dingue, hein, en France, le tout sécuritaire. Je sais pas, vous qui avez des microcrèches, moi ça me fait rire et ça vous fera peut-être pas rire, mais quand je vois des microcrèches sur la ville dans les villes où ils ont mis, alors le projet c'est ouverture pour le monde, et quand vous passez devant la crèche, sur les vitres, il y a du panneau où les enfants ne voient même pas dehors. Bah oui, caché peut-être à bout, mais peut-être en bas, laisser une place pour que les gamins puissent regarder allongés. Mais non, on les interdit de regarder le monde. Et après, on dit ouverture sur le monde. Ouais, 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 je suis d'accord avec vous. Un non-sens total. C'est un peu dingue, hein. C'est un peu dingue. Ouais, je pense qu'il y a de la peur derrière, tout ça, Oui, oui. Ah bah ouais. selon les La expériences de chacun, ce qu'il a pu vivre, France a bien été nourrie, vous savez. Moi, j'en veux rien que d'avoir accepté d'avoir accepté que les crèches s'ouvrent en demandant aux accueillants de mettre des masques. Là, je suis outré. Parce que moi, les enfants, maintenant, je les vois dans le cabinet qui vont pas bien. Je suis désolé, ils avaient à dire non, parce que je trouve qu'en tant qu'accueillant, on a donné un masque et mettre un masque face à des tout petits, ça a été d'une violence. vous auriez tout fermé. Ah ouais. Mmh. Pas de demi-mesure. Ah non, vous avez des crèches qui les ont pas mis, vous savez, moi je connais des gestionnaires qui ont dit: «Non, non, non, pas de masque, on explique ça aux parents, mais il n'est pas question qu'on mette des masques, en présence des enfants». Quand on défend ardemment des choses sur le tout petit, faut bien être, faut ceci, faut cela, à un moment donné, on s'interroge sur tout ça. Mais quel sens ça a? Enfin, c'était une belle expérience à la 1000 grammes, hein, qu'on a vécue en France. Alors aujourd'hui, vous intervenez toujours en crèche? Comment ça se passe maintenant que vous êtes plus directeur de la petite enfance? Donc maintenant, j'écris des bouquins, je des consultations et je suis appelé, par des institutions associatives ou municipales pour animer soit des journées pédagogiques, des conférences, un peu partout. Je sais que vous êtes aussi chroniqueur, chez les pros de la petite enfance, chez Catherine Voilà, Lelièvre c'est ça. et vous êtes connu par, les pros de la petite enfance pour ces chroniques qui sont, parfois un peu décapantes, C'est mais assez utiles pour, amener une réflexion. comme je dis, j'écris quand j'ai des choses à dire, donc quelquefois j'écris pas pendant plusieurs mois, et quand je vois quelque chose ou que j'entends quelque chose, je dis: «Oh là, ça serait une belle chronique». Ouais, ne pas parler pour ne rien dire, quoi. Vous écrivez quand ça percute, sinon rien. Et je fais peut-être pas de grande prose, mais j'écris, voilà, et tout est vrai. C'est-à-dire que ces chroniques ont été reprises dans un bouquin après, et je dis: «Je n'ai rien inventé, hein, tout ce que j'écris là, je l'ai entendu et vu dans les structures», et donc c'est quelquefois on en pleurerait de rire ou on en pleurerait de De chagrin. ouh là 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 là, ah oui. Chagrin pour la petite enfance, bah, c'est vrai que c'est la crise en ce moment. Il y a plein d'espoir, quand même chez les pros de la petite enfance qui ont envie que les choses bougent. Est-ce que, vous avez, un regard sur l'évolution, de l'accueil du jeune enfant? Parce que vous dites, «Ça fait quelques années que je suis dans le secteur». Pour vous, c'est quoi le comment ça a évolué? Bah, je suis pas très positive, hein. Je suis pas très positive.
Qu'est-ce qui a changé d'après vous? C'est la formation des professionnels? C'est les règles? Je trouve que les niveaux de base a baissé. Ça tient à quoi pour vous? Toujours délicat d'aborder ce sujet parce que je tiens vraiment à dire, si les gens m'écoutent, bien sûr qu'il y a de très bons CAP petite enfance, bien sûr qu'il y a de très bons EJE, mais il y a aussi des CAP petite enfance qui ne tiennent pas la route et il y a aussi des EJE qui ne tiennent pas la route. Quand même, les années de formation d'un EJE qui est 3 ans ou d'une infirmière ou puéricultrice qui est 3 4 ans, il y a une pensée qui se crée. Et les CAP petite enfance, c'est quoi? 9 mois quand c'est par correspondance ou 2 ans? Et quelquefois, je me dis: «Mais bon sang». Vous savez, la dernière fois, j'étais dans une crèche, c'était des jeunes CAP petit enfant. D'un seul coup, bah, comme dirait Bowlby, et d'un seul coup, je vois des grands yeux qui me disent: «Mais c'est quoi ce mot? Je connais pas». J'ai vérifié auprès de ces personnes CAP qui venaient de sortir de l'école, ils ont pas entendu parler de la théorie de l'attachement, ou alors ils l'ont totalement oublié, ou alors on l'a pas assez développé ou travaillé, alors que la théorie de l'attachement, c'est quand même la base du travail d'un accueillant. Donc si on ne cerne pas ce lien d'attachement, c'est compliqué. Ça fait peur, je pense, dans les crèches, l'attachement. Oui, ça fait peur, mais ça se travaille. On occulte, on met ça sous le tapis? Ouais, mais moi, vous savez, en conférence, là, je donne une conférence bientôt, je parle même d'amour. Alors, je sais que ça fait toujours réagir les psys qui sont dans la salle, mais je dis: «Ben, il faut aimer les enfants, vous tombez en amour de ces enfants», donc ça fait toujours réagir. Bah, ça fait réagir parce que parfois, un professionnel qui a un groupe d'enfants, bah, il y en a un qui l'aime pas trop, il y a pas d'affinité, il l'agace et nous, les managers, on lui dit: «Bah, oui, mais il faut pas qu'il fasse de différence entre, l'enfant qui te séduit, que tu trouves sympathique et attachant et celui qui t'agace et que tu trouves antipathique». Mmh. Donc c'est comment on travaille ça en analyse pratique, comment on accompagne Difficile. le salarié dans voilà, comment après c'est que je pense que quelquefois, au vu des conditions d'accueil, de l'organisation, on peut créer des sympathies ou des antipathies avec les enfants. Donc, quelquefois, on peut tellement transformer la relation à l'enfant, quand on réfléchit à l'aménagement. On va stimuler quelquefois des comportements peut-être non adéquats de certains gamins parce que l'aménagement n'est pas assez pensé. C'est clair, Et donc, on est plus agacé par un, alors qu'on sera peut-être moins agacé par lui si on avait pensé à un autre aménagement. c'est clair et quand on vous écoute là, on se rend compte, peut-être pour les auditeurs, de tout ce que ça implique et à quel point l'élaboration, de l'accueil est complexe et demande un travail, profond. Oui, oui. Et je dis souvent, et je le redirai dans le prochain livre là, qui sort en juin, j'espère, dans le prendre soin de soi, il faut aussi retrouver le plaisir à lire et à apprendre. Parce que je dis souvent, vous allez nourrir ces enfants, quelquefois c'est même des petits vampires parce qu'ils prennent beaucoup de vos énergies. Si vous, vous ne nourrissez pas, entre autres, de quelque chose qui est intellectuel, vous allez vous faner. Et dans les métiers, que les dans ces métiers-là, on peut passer par des creux et des bosses, comme je dis, hein. Donc il vaut mieux entretenir. Et je dis que c'est important de entretenir sa pensée. Et je parle de moi, jeune JE, j'ai appris la théorie de l'attachement à l'école. Mais on avait tellement de choses à apprendre, je pense que bon, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense qu'en sortant de l'école, je ne savais même pas parler des 4 types d'attachement. Et avec le temps, comme j'aime lire et que je lis beaucoup et ma formation de psy et ceci, cela, je sais vraiment et j'ai vraiment le concept d'attachement en moi, je sais ce que c'est. Ça a du sens, mais ça met du temps. Et je dis souvent, quand j'avais 20 ans, bien sûr que j'ai fait ce métier parce que j'aimais les enfants et on a le droit de le dire. Maintenant, à l'âge que j'ai, j'aime mieux les enfants. Mon amour pour eux est beaucoup plus conscientisé, beaucoup c'est un plus bel amour qu'à 20 ans, je trouve, parce que je sais plus de choses sur eux et sur leur fonctionnement. Comprenez l'idée? Je comprends l'idée, j'adore lire aussi, je crois que quand vous dites ça, ça me parle profondément. Je me dis que moi aussi j'aime mieux les enfants aujourd'hui, d'une meilleure façon qu'il y a 15 ans et je dois dire que quand j'entre, dans une salle de pause, de mes pros et que je vois qu'elles ont des livres, à chaque fois, ça me fait plaisir. J'ai les yeux qui brillent. Je me dis: «Waouh, elles lisent pendant la pause». Ça, c'est vraiment cool, quoi. Après, c'est ce que je dirais dans ce livre aussi, c'est pas parce qu'on lit qu'on intègre. Parce que si le canal émotionnel est bouché, comme je dis, on peut lire des choses, ça reste que intellectuel, mais il n'y a rien qui s'aligne dans votre fonctionnement. Et on a beau lire et de pas intégrer pour transformer sa pratique. Parce que vous avez un adulte qui est en souffrance et tant que cette personne ne travaille pas sur sa souffrance interne, les connaissances qu'elle va faire seront minimes. Ça peut avoir un impact, hein, mais quelquefois, non, parce que la souffrance est tellement on lit ça comme un bon roman, mais concrètement, vous comprenez l'idée?
Je comprends, mais déjà, je me dis lire tout court, même si c'est lire une BD, un manga, ou voilà, un roman de gare et ben, déjà, c'est se faire du bien, c'est déconnecter, c'est agréable, ça fait du bien, ça ouvre l'esprit. C'est un métier compliqué parce que, dans les horaires de ces accueillants, dans leur planning, il faudrait des heures de lecture. Il faudrait tellement de choses dans les plannings, Arnaud. En tout cas, je viens de lire le livre de Monique Ah! Busquet sur la crèche et j'ai trouvé ça assez rigolo. Ouais, ouais, c'est assez rigolo, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il faudrait leur donner du temps. Vous avez dans certaines institutions, moi je travaille avec des structures à Genève, les éducateurs de jeunes enfants, dans leur temps de travail, elles ont 5 heures pour écrire, pour rédiger des projets, lire, informer le personnel, mais elles ont déjà 5 heures par semaine qui est totalement libérée du groupe. Mais je trouve qu'on devrait et c'est organisé, je pense, dans certaines crèches, hein, libérer quelquefois les auxiliaires, les animateurs d'enfants, les monsieur, les autres personnels. En microcrèche, on est quand même pressé par le temps et moi, j'ai un peu abandonné comment dire? Moi, j'ai rationalisé, en fait. Je me suis dit: «Comment je peux faire avec ce que Oui, j'ai?» ouais, je sais, ouais, ouais. J'ai tel temps, j'ai tant de pros, j'essaye pas de faire quelque chose qui me semble pas réaliste, en fait et du coup, ce que je dis, par exemple, dans la deuxième saison du podcast il y a 2 épisodes sur les réunions, c'est qu'il vaut mieux faire une réunion de 15 minutes, toutes les semaines que pas de réunion du tout parce que, bah, on s'est dit qu'on allait faire des grandes réunions d'1 heure, et cetera. Donc j'essaie voilà, moi, je suis pragmatique, j'essaye de rationaliser et de faire au mieux avec les moyens dont je dispose, sans trop, me dire: «Oh là là, mais ça va pas». Alors je comprends votre pessimisme, enfin votre regard, Non, parce que je suis quand même optimiste, mais bon, c'est un vrai projet de société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les arrêtés qui nous pompent, là, ils ont mis de l'analyse de pratique 6 heures. Ah, on va les remercier parce qu'ils ont donné 6 heures. Mais c'est rien 6 heures sur une année. Mais c'est comment nous, on défend que les gens dans les crèches devraient vraiment, sur leurs 35 heures, avoir du temps libéré. Donc ça impliquerait peut-être d'embaucher d'autres gens, des choses comme ça. C'est ça, défendre la qualité d'accueil. Mais c'est un vrai débat politique. Vous, sur le terrain, vous faites et vous analysez comment faire au mieux, mais à un moment donné, il faut ouvrir le débat politique en disant: «Merde, les enseignants, ils ont leur journée pé ils ont quoi leur mercredi pédagogique là, 1 fois par mois à peu près?» Dans les structures, vous n'avez pas ça. Les structures crèches pourraient être dire: «Tiens, on ferme le vendredi après-midi 1 fois par mois et on a toute l'équipe». Vous savez, je me rappelle d'une directrice de crèche qui était, alors je ne citerai pas où, mais une crèche qui ouvrait très, très tôt le matin jusque très, très tard le soir parce que les parents dans cette grande institution, il faut des grands, grands horaires. Et heureusement que la crèche existe parce qu'avant, vous avez des bébés qui restaient tout seuls quelquefois 1 heure de chez eux, entre le travail de papa et le travail de maman, c'était un peu compliqué. Mais elle dit: «Je sais même pas faire de réunion parce que le soir, sinon ils ont pas leurs 12 heures de coupure». Vous savez, entre leur temps de travail, je sais plus quoi, il y a une règle, au niveau législatif qu'entre les 2 postes, il faut avoir autant d'heures. Mais elle dit: «Si je fais des réunions le soir, j'ai personne le lendemain matin pour bosser» parce que, ben, voilà, dans des projets comme ça qui existent, et heureusement qu'ils existent, on devrait dire: «OK, mais alors 1 fois par mois, on n'est pas ouvert parce que j'ai besoin de réunir mon équipe pour réfléchir». Sinon, on part dans quelque chose qui est automatisé, robotisé et c'est là qu'on part dans de la violence institutionnelle, hein. Ouais, je me suis souvent dit ça, qu'on devrait pouvoir fermer les crèches plus souvent et avoir, entre guillemets «le l'accord des parents», enfin que tout le monde que ce soit comme vous dites un projet de société et qu'on soit tous, nous les adultes, Beh, ouais, conscients de mais oui. l'intérêt de ces moments-là. J'ai eu une demande de crèche pour de l'analyse de pratique et je dis: «Bah, c'est quand?» Il dit: «Le mercredi matin». «Ah bon?» Il dit: «Oui, oui, 1 fois par trimestre, on ferme de 8 heures à 10 heures et la crèche n'ouvre qu'à 10 heures puisque c'est notre temps d'analyse pratique». On peut le faire, il faut juste, le décider. On peut le faire, oui, mais après vous avez moins d'argent de la CAF, c'est pareil, non? Alors pas en microcrèche, en microcrèche, c'est vraiment, c'est un petit peu différent. Je pense que la microcrèche, elle peut ouvrir des champs comme ça. Donc vous voyez, je trouve que c'est bien parce que quand on demande, à des équipes: «Allez, analyse de pratique à 19 heures jusqu'à 21». Bon, faut y aller, hein. Et les parents qui vont en microcrèche, peut-être peuvent entendre qu'on ferme pour, ce genre de choses parce qu'ils souvent, ils ont vraiment cette recherche de qualité d'accueil. Après, c'est comment on leur présente les choses aussi. Bah, vous savez, il y a une grande différence, je dis, quand on voit des panneaux sur les affiches en disant: «Demain, l'équipe est en formation» et un autre panneau dans une autre crèche où il y avait écrit: «Youpi, demain demain, on est en formation». Bon, voilà, vous avez des parents qui disent: «Bon, on va rien dire parce que youpi, youpi» et c'est vrai que c'est youpi. À votre avis, Arnaud, pourquoi nous, les pros de la petite enfance, on s'attache à ce métier? Pourquoi vous, à 12 ans, vous vous êtes dit: «J'ai envie de faire ce métier-là» quand vous avez ouvert ce livre? Ah, je pense que c'est des histoires personnelles pour tout le monde.
Mais je pense qu'il y a inconsciemment une envie de changer ce monde, je pense, ou peut-être de réparer quelque chose. Moi, c'est sûr. C'est pas pour les autres, mais comme je dis, c'est pas grave de réparer. Que quelquefois les éducateurs, surtout, ils entendent: «Oui, alors vous allez réparer quoi?» Bah, c'est pas grave de réparer parce qu'on répare, même en tant que parent avec nos enfants, on répare. L'idée, par contre, c'est de repérer ce qu'on répare. Parce que si on ne sait pas ce qu'on répare, c'est là qu'on peut faire porter aux enfants qu'on accueille des choses qu'ils n'ont pas apportées. Et donc, quand vous faites un travail sur vous d'introspection et que vous savez un peu le pourquoi, comment des choses, vous allez peut-être être encore dans un accueil plus bienveillant, plus bien traitant vis-à-vis de tes enfants. Une des questions que je pose maintenant quand je vois comment le monde tourne, peut-être quelquefois en stage et aux gens qui travaillent en crèche, mais je leur dis: «Qu'est-ce que vous voulez que ces enfants deviennent?» Et je trouve qu'on ne se la pose peut-être pas assez dans les réunions de crèche. Qu'est-ce qu'on veut que ces enfants deviennent? Et donc ça veut dire qu'il faut développer quoi comme posture? Ouais, c'est qu'est-ce qu'on leur apporte, en fait. Oui, c'est ça. Sauf que quelquefois, entre notre projet, ce qu'on veut leur apporter, souvent on va entendre des mots, bah, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient bien dans leur basket, on peut entendre des choses. Oui, bah, alors concrètement, comment on doit se comporter par rapport à ça? Donc ça permet c'est une autre porte d'entrée pour réfléchir sur le projet éducatif et pédagogique. Ouais. Donc vous faites partie de ceux qui, comme moi, pensent que souvent on est dans ce métier, pas par hasard, mais aussi par rapport à nous, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Bah, globalement, beaucoup, oui. Ouais. Globalement, beaucoup. Après maintenant dans les formations, dans les reconversions professionnelles, moi j'ai en cours quelques des anciens comptables, des toiletteurs, des douaniers et c'est des reconversions, mais je dis quelquefois, il faut être fou pour travailler avec des tout petits. C'est quand même particulier de travailler avec des bébés. Je dis que les gens qui travaillent avec des bébés, pour moi, ils m'épatent toujours les accueillants qui travaillent avec les bébés parce qu'il faut comment on va dire ça? Le mot m'échappe. Pas s'oublier, mais il y a un don de soi quand même avec les bébés qui est énorme, je trouve. Ouais, c'est le don de soi, ouais, c'est ça. Et c'est pas rien donc dans cette société, c'est compliqué. Moi, je cite souvent la phrase de Maria Montessori, hein, qui disait, «Si on éduquerait les enfants autrement, le monde changerait». Alors ça, c'est profondément ancré en moi. C'est-à-dire que si on avait une autre démarche vis-à-vis des tout petits et on le voit dans des pays comme la Suède ou la Hollande, le monde changerait. On est loin de ça en France. Si vous voulez, on fait un podcast sur ça. Mais on est loin d'être dans le respect des enfants en France. Donc, il y a encore énormément de boulot. Alors on fera un épisode pour parler de ce qui se passe dans ce pays que vous aurez choisi, mais sans dire que ça va pas en France. On va être positif dans cet Ah oui, épisode. oui, 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 sinon je vais me faire des ennemis encore. Mais bon. Moi, j'ai augmenté mon capital de non-jugement quand j'ai travaillé dans la protection de l'enfant. Quand j'ai vu la détresse humaine de certains parents, ce que peuvent vivre les enfants, bah voilà, si on se dit pas, bah oui, c'est du possible, on souffre. Donc, je trouve que quelquefois, aller dans des milieux où c'est fragile, pour certains professionnels, ça leur permettrait quelquefois de prendre du recul, de comprendre notre fonctionnement et de quitter quelquefois le jugement, l'interprétation, les opinions toutes faites ou les préjugés auprès de certaines familles de crèche. Et je trouve que ça sera enrichissant d'imaginer ça dans le parcours de formation continue des professionnels de petite enfance. Je dis pas que c'est simple, hein, parce que pendant que votre CAP pendant 2 mois, vous avez qui je mets à la place? Vous ouvrez plein de champs là, ouais, dans les réflexions qu'on peut avoir. Les auditeurs, ils vont fermer les crèches pour faire des formations, envoyer les pros de moi dans les dans les services, hospitaliers. Mais on doit être utopique quand on travaille dans la petite enfance. On doit être utopique. Eh ben, écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez pas très positif sur le secteur aujourd'hui, mais finalement vous restez. Mais oui, parce que j'aime beaucoup cette profession, j'aime beaucoup ce travail et je suis exigeant, mais pas persécuteur. Et souvent, je le dis avec beaucoup d'humour, même en stage. Donc, les gens, ça passe bien, comme disait la directrice. On sait de quoi vous parlez. C'est-à-dire que les exemples que je donne, encore lundi, vous avez une auxiliaire, mais qui était en larmes en disant: «Mais comment vous savez tout ça?» Une auxiliaire qui trouvait ça bien drôle. Et avec l'humour, on peut faire bouger des choses aussi. Avec l'humour et avec l'exigence, donc ça, je pense que c'est un petit peu votre, marque de fabrique peut-être, hein. Humour et exigence et avec Arnaud Dereau, ça percute. En tout cas, merci beaucoup pour, cet épisode où maintenant je pense que les pros de la petite enfance, vous connaissent, encore mieux, même si vous avez un nom, très connu sur le secteur. Alors à très bientôt Arnaud pour un prochain épisode. Sans problème. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.